Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration immersive. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une plongée qu'on va faire aujourd'hui au cœur d'un document assez ancien, très dense et franchement d'une richesse insoupçonnée. Bonjour, ouais, très dense, c'est le mot. C'est ça. On parle d'extrait du traité qu'on appelle Shabbat. C'est une source majeure, vraiment fondatrice de la littérature talmudique. Et c'est une lecture qui exige une attention toute particulière, tu sais. On y aborde des concepts qui sont extrêmement précis, des débats millénaires en fait, sur des règles de conduite. Mhm. Mais derrière cette espèce de minutie juridique, presque chirurgicale, se cache une analyse vraiment redoutable et complètement intemporelle de la nature humaine. Et il faut d'ailleurs préciser d'emblée l'angle de notre démarche pour ceux qui nous écoutent. L'objectif n'est absolument pas de faire un cours de théologie, Non, surtout pas. ni d'histoire religieuse. Ce qui ressort de ces sources, et c'est ça qui m'a fasciné en les préparant, ce sont des leçons profondément ancrées dans la psychologie, la pleine conscience, la gestion de notre attention, et surtout la création de frontières claires dans la vie de tous les jours. En fait, l'approche de ces sages de l'Antiquité, ça consistait à utiliser des situations, ultra spécifiques, Ouais. presque microscopiques, tu vois, pour établir des principes complètement universels. Ils observaient vraiment le détail pour comprendre la globalité de l'expérience humaine, surtout sur la question de la responsabilité individuelle. Pour donner un avant-goût de ce qui se prépare, on va voir comment une simple aiguille de tailleur, Ah oui, l'aiguille. une lampe à huile vacillante, ou même, écoute bien, un peu de maquillage étalé sur le visage d'un enfant, C'est fou cette histoire. ouais, ça peut offrir des stratégies étonnantes pour combattre notre propre surcharge mentale et toutes les distractions frénétiques du monde moderne. C'est vrai que c'est troublant de voir à quel point un manuscrit aussi vieux peut résonner avec des problématiques hyper contemporaines. Mais du coup, pour ouvrir cette réflexion, on trouve dans les sources une scène fondatrice qui est très visuelle. Imagine la scène. Je t'écoute. Un homme pauvre se tient à l'extérieur, dans la rue Mhm. donc, ce qui représente le domaine public, et un maître de maison se tient à l'intérieur, chez lui, dans le domaine privé. Ok. Et tout le débat, c'est sur le transfert d'un objet entre ces deux personnes, à travers le seuil de la porte le jour du repos. Et c'est vraiment l'image d'ouverture parfaite pour poser le cadre de cette architecture des limites. Les érudits de l'époque s'attardent sur une question qui est assez vertigineuse au niveau de la responsabilité. Ouais, qui est responsable en fait? Exactement. Si un objet passe du domaine privé au domaine public ou inversement, qui est responsable d'avoir enfreint la règle interdisant ce transfert? Qui porte vraiment la culpabilité de l'acte? Et la mécanique de l'action qui est définie ici, c'est un vrai casse-tête juridique. Il est stipulé que la responsabilité entière incombe à celui qui effectue à la fois le début et la fin de l'action. Mhm. Il faut qu'une même personne soulève l'objet de son emplacement initial, le transporte et le dépose à son emplacement final. La déconstruction de l'action, elle est clinique. Si le pauvre, depuis la rue, glisse sa main à l'intérieur, prend un fruit et le ramène dehors, Là, il a fait l'action complète. voilà, il a soulevé et déposé. Mais la tradition, elle explore ensuite l'idée d'une action partagée. Genre, que se passe-t-il si le maître de maison tend l'objet à l'extérieur, mais que c'est le pauvre qui le saisit de sa main? Ou l'inverse. Ou l'inverse. Mais attends, si je comprends bien dans ce cas précis, chacun n'a fait que la moitié de l'action. C'est ça. L'un soulève, l'autre dépose. Et la conclusion, c'est que les deux sont exemptés de la culpabilité stricte. Eh bien oui. Mais est-ce que ça crée pas une sorte de faille juridique géante? Enfin, on dirait presque une astuce pour contourner la règle. C'est une excellente remarque. Mais c'est là qu'il faut regarder au-delà de la simple loi. Ce n'est pas une faille. C'est une observation psychologique très très fine sur la dilution de la responsabilité. C'est-à-dire? Quand l'être humain ne fait qu'une partie d'une tâche ou qu'il agit au sein d'un groupe, il se sent instantanément dédouané de la responsabilité finale. C'est un phénomène cognitif qui est très bien documenté aujourd'hui. Ah oui, la fameuse dilution de la responsabilité dans les groupes. Absolument. Et ces textes captaient cette nature humaine il y a des siècles. Aucun des deux n'a accompli l'acte transgressif dans son intégralité, donc la charge morale et juridique se fragmente. Et pour encadrer cette physique du transfert, je vois dans nos sources qu'on découvre une catégorisation hyper méticuleuse des espaces. On ne se limite pas juste au domaine public et privé. Non, il y a une vraie taxonomie. Voilà. Avec 4 domaines distincts. Il y a le domaine privé, entouré de murs, le domaine public, comme les grandes artères, Mhm. et ensuite, il y a ce qu'ils appellent le carmélite. C'est une zone intermédiaire, ni tout à fait privée, ni tout à fait publique, comme une vallée ou la mer. Et enfin, le lieu exempté, un espace juste trop petit pour avoir une importance. Ce concept de carmélite, cette zone grise, il mérite vraiment qu'on s'y attarde.
Pourquoi avoir besoin de définir ça? Parce que la vie humaine n'est pas binaire, pense à un hall de gare moderne ou à l'intérieur d'un train de banlieue. Ce n'est pas le confort du salon, tu vois. Non, c'est clair. Mais ce n'est pas non plus la rue, c'est un espace de transition. Ce qui se dessine ici, ce n'est pas de l'urbanisme antique, c'est une véritable taxonomie de la responsabilité humaine. C'est une grille de lecture fascinante, je trouve. Comment on compartimente notre sphère intime face aux pressions extérieures. Le simple fait de faire franchir une frontière à quelque chose, c'est jamais anodin. Exactement. Prenons un exemple hyper concret d'aujourd'hui, le téléphone professionnel. À le classique. Dans ce cadre de pensée, la chambre à coucher, c'est le domaine privé ultime. Et les courriels du bureau, ça représente le domaine public, avec ses urgences, ses exigences. Ouais, Au moment même où ces téléphones traversent le seuil de la chambre, une frontière est violée. c'est fort comme image. La charge cognitive, le stress que ces messages génèrent à l'intérieur de cet espace intime, on en devient responsable parce qu'on a autorisé ce transfert. C'est une réflexion qui est brutale mais nécessaire sur le coût psychologique de nos frontières poreuses. Elle aborde des règles d'interruption qui sont d'une modernité absolue concernant nos problèmes de distraction. Ouais, il y a en effet une liste très stricte d'activités qu'il est formellement interdit d'entreprendre juste avant l'heure de la prière de l'après-midi qu'on appelle Mincha ou à l'approche du repos hebdomadaire. Et la liste, elle est tellement spécifique. C'est très détaillé. On ne doit pas aller chez le coiffeur, ne pas entrer au bain public, ne pas aller à la tannerie. Il est aussi interdit de commencer un grand repas ou d'entamer un procès judiciaire. Tout doit s'arrêter net. Mais pourquoi la tannerie ou le coiffeur en particulier? Ce que ces règles préviennent, en fait, c'est ce que la psychologie contemporaine appelle l'état de flow. Cet état où on est à fond dans un truc? Voilà, cette absorption totale où l'on perd complètement la notion du temps. Si tu vas chez le tailleur ou le coiffeur, les ciseaux peuvent se casser. Et le temps de réparer l'outil, l'heure est passée. Ah ouais. L'exemple de la tannerie est encore plus parlant. C'est un métier commercial, avec des enjeux forts. Mhm. Le marchand pourrait remarquer un défaut sur une peau, s'énerver d'une perte financière potentielle et se retrouver totalement obnubilé par son commerce. Incapable de s'en détacher mentalement. Exactement. C'est une véritable protection de l'attention. Un repas peut s'éterniser, un procès peut basculer sur un nouvel argument et durer des heures. Tout à fait. La démarche, elle exige une transition mentale et physique radicale. Il y a d'ailleurs cette injonction magnifique qui est citée dans Talmud. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, qui demande d'ajuster ses vêtements ou de jeter son manteau comme un serviteur prêt à agir. L'intentionnalité doit être totale. Oui, l'intentionnalité, c'est le maître mot. Mais la tradition, elle a aussi bien conscience des limites de la volonté humaine, tu sais. Et c'est là qu'intervient une anecdote absolument brillante sur la force de l'habitude. Oh oui, l'histoire de la lampe à huile, elle est géniale celle-là. Vas-y, raconte-la. Alors, il existe une précaution interdisant de lire à la lumière d'une lampe à huile le jour du repos. La peur, c'est que le lecteur, s'il est absorbé par son livre, ne remarque pas que la lumière baisse et qu'il incline la lampe par pur réflexe pour rapprocher l'huile de la mèche. Ce qui raviverait la flamme, ce qui est formellement interdit. Voilà. Et c'est vrai qu'une règle comme ça peut paraître exagérément stricte, non? On pourrait juste se dire qu'il suffit de faire attention. C'est exactement ce que s'est dit Rabbi Yishmael ben Elisha. Un des esprits les plus brillants de son époque. C'est ça. En découvrant cette règle, il s'est dit en gros « Moi je vais lire et je ne l'inclinerai pas. Je maîtrise mes gestes. » Il avait une confiance totale en sa propre conscience. Et le dénouement est une sacrée leçon d'humilité. Fulgurante. Il s'assoit, il plonge dans sa lecture. Son esprit se concentre. Et soudain, machinalement, sa main se lève pour incliner la lampe. Le réflexe pur. Il s'arrête vraiment à la dernière seconde. Il réalise son erreur. Et la tradition rapporte qu'il a dû consigner dans son carnet personnel, texto littéral, « Moi, Ishmael ben Elisha, j'ai lu et j'ai failli incliner la lampe ». C'est fort. Il est même allé jusqu'à écrire qu'il devrait apporter un sacrifice d'expiation pour avoir présumé de ses forces. L'observation sur les automatismes ici, elle est d'une justesse clinique. Même l'érudit le plus supérieur intellectuellement ne peut pas déjouer son propre système nerveux central. C'est la biologie qui gagne. Toujours. Quand le cerveau est profondément engagé dans une tâche cognitive complexe, comme la lecture d'un texte dense, il délègue les tâches de maintien à nos habitudes musculaires. Cette anecdote, elle nous prouve que la volonté seule ne suffit jamais face à un environnement qui déclenche nos automatismes. Et ça résonne tellement avec notre quotidien. Enfin, combien de fois on se dit « je vais juste regarder cette notification pendant 1 seconde sans me laisser happer ». Ouais,
Et une demi-heure plus tard, on scrolle toujours. On a tous notre propre version de « je ne vais pas incliner la lampe C'est la base de ce qu'on appelle aujourd'hui le design comportemental. ». Plutôt que de compter sur une volonté qui est faillible par définition, il faut concevoir des environnements qui rendent l'automatisme impossible, ou du moins difficile. C'est l'essence même de cette prédiction antique. C'est passionnant. Et du coup, si on continue notre progression à travers ces sources, il y a toute une dimension consacrée aux dynamiques sociales. Oui, l'empathie. L'empathie est ce qu'on pourrait appeler une étiquette de l'invisible. Un passage aborde l'art de faire des cadeaux, avec une règle assez étonnante. Celui qui fait un don doit impérativement en informer le destinataire. Mhm. La justification donnée est que, tout comme le divin a informé l'humanité du cadeau qu'est le jour de repos, le geste humain doit être signalé et transparent. Derrière cette idée, en fait, se cache le besoin fondamental de clarté dans la connexion sociale. Un cadeau anonyme, bien qu'il puisse sembler noble, tu vois, ça manque l'opportunité de créer un lien de gratitude réciproque. Ouais. La relation sociale, elle se nourrit de cette reconnaissance. Mais le défi pratique survient quand l'intermédiaire ne peut pas communiquer. Et c'est là que ça devient drôle. Oui, la question posée par les érudits est presque comique. Si l'on donne du pain ou une friandise à un petit enfant dans la rue, comment s'assurer que sa mère saura qu'on lui a fait ce cadeau? L'enfant risque simplement de manger le pain en chemin et l'acte de générosité sera perdu dans le vide. Et la solution qu'il propose, elle est d'une ingéniosité psychologique redoutable. Ce qu'il recommande, ce n'est pas de dire à l'enfant d'aller raconter l'histoire. Parce que la mémoire d'un enfant, c'est volatile. Exactement. Il suggère d'introduire ce qu'on pourrait appeler une friction sociale. Il conseille de frotter un peu d'huile ou de colle, donc du maquillage, sur le visage ou les mains de l'enfant. C'est de la sérendipité programmée. En modifiant l'apparence de l'enfant, avec quelque chose d'inhabituel, on force la curiosité de la mère. Forcément. Quand l'enfant rentre, l'anomalie visuelle provoque inévitablement la question « Mais qui t'a mis ça sur le visage ?» Et c'est cette question qui déclenche le récit de l'enfant. Voilà, c'est telle personne qui m'a aussi donné du pain. La communication est assurée non pas par des mots, mais par un indice visuel hyper astucieux. C'est brillant d'utiliser l'étonnement pour garantir la transmission de l'information. Tout à fait. Et dans la même veine, sur les relations familiales, il y a un avertissement solennel sur le favoritisme. Il est fermement déconseillé de privilégier un enfant par rapport aux autres. L'exemple utilisé pour illustrer ce danger est massif. C'est la fameuse histoire biblique de Jacob et Joseph. Oui, un simple vêtement spécial, la tunique colorée offerte par Jacob à son fils préféré, ça a suffi à semer une jalousie destructrice parmi les frères. L'effet papillon. L'effet papillon est terrifiant, oui. Cette jalousie a mené à la trahison, puis, par un enchaînement de circonstances, à l'exil de toute la famille et finalement d'une nation entière en Égypte. Un morceau de tissu qui change le cours de l'histoire. Exactement. Ça souligne à quel point chaque micro-décision sociale a un poids démesuré. Et ce niveau de délicatesse, on le retrouve aussi face à des moments de grande vulnérabilité, notamment la maladie. L'étiquette décrite pour rendre visite à un malade le jour du repos est d'une grande douceur, je trouve. La formule recommandée ressemble à « c'est un jour de repos, on ne pleure pas, mais la guérison est très proche ». On impose un calme réconfortant. Et cette étiquette, elle s'accompagne d'une consigne qui modifie littéralement la posture physique du visiteur. Comment ça? Il est indiqué qu'on ne doit pas s'asseoir sur un siège surélevé ou au-dessus du malade. Pourquoi? Parce qu'il y a cette croyance très profonde que la Shekinah, la présence divine, repose au chevet de la personne souffrante. L'implication psychologique de cette posture, elle est énorme, non? Elle est colossale. En obligeant le visiteur sain à s'asseoir plus bas ou au même niveau que le malade, on détruit instantanément la hiérarchie physique et symbolique du bien portant qui vient sauver le faible. Ouais. On force une humilité absolue. La souffrance devient un lieu sacré. Et l'empathie exigée n'est plus condescendante. Elle devient un acte de respect profond. Le lieu définit le comportement, ouais. Mais le lieu définit aussi la valeur des mots dans ces textes. Absolument. Toujours dans cette idée de frontière invisible, on apprend qu'il est formellement interdit d'utiliser le mot shalom dans des endroits considérés comme impurs. Par exemple, les bains publics. Parce que shalom, ce n'est pas qu'une simple salutation qui signifie la paix. C'est perçu comme l'un des noms du divin. Prononcer ce mot exige un cadre respectueux. Ce qui oblige à une conscience permanente de l'environnement, en fait. On ne jette pas un mot chargé de sens dans le vide sans en évaluer le contexte. Chaque mot a sa place. C'est ça. Et en parlant de la place des choses, ça nous amène à la dernière grande section de notre exploration. Et là, ça ressemble à un véritable thriller intellectuel. C'est l'histoire de la préservation du savoir face à l'effacement.
Ah, ça c'est un moment d'une tension historique et intellectuelle palpable. C'est souvent appelé la nuit des 18 décrets. Le récit s'ouvre sur une crise majeure. Un sage nommé Ananiab et Ézéchias se retrouve face à un immense problème. Le livre d'Ézéchiel, un texte sacré, est sur le point d'être censuré ou caché par les autorités de l'époque. Mhm. Pourquoi? Parce que certaines de ces lois semblaient entrer en contradiction directe avec les enseignements fondamentaux transmis depuis Moïse. Et pour éviter que ce savoir ne soit perdu, Anania prend une décision radicale. Il se barricade. L'image décrite, c'est celle d'un marathon absolu. Il s'isole dans une chambre haute et fait monter avec lui pas moins de 300 barils d'huile pour s'éclairer. 300 barils, c'est dingue. C'est vraiment le symbole d'un travail acharné dans la pénombre, déconnecté de tout. Si on fait un parallèle avec des concepts modernes, c'est l'incarnation ultime du deep work, le travail en profondeur théorisé par Cal Newport. C'est exactement ça. Anania, il a compris que pour résoudre un problème d'une telle complexité algorithmique et théologique, parce qu'il fallait harmoniser des textes qui se contredisent, il fallait une ingénierie environnementale extrême. Hmm. Il s'est coupé du bruit du monde. Et son isolement a porté ses fruits, puisqu'il a réussi à résoudre chaque contradiction, sauvant l'œuvre de l'oubli. Sauf que cette fameuse chambre haute ne s'est pas arrêtée à cet exploit solitaire. Elle est devenue le théâtre d'un affrontement idéologique majeur. Plus tard, c'est dans cette même pièce que se sont réunies les deux écoles de pensée dominantes et rivales, la maison de Hillel et la maison de Shammai. Et il faut bien comprendre l'animosité intellectuelle entre ces deux écoles. C'était tendu. Très. Elles représentaient des visions du monde opposées. L'école de Shammai était réputée pour sa rigueur inflexible, une interprétation très stricte des frontières et des lois. L'école de Hillel, en revanche, penchait vers plus de souplesse, d'intégration, d'adaptation. Et ce jour-là, dans cette chambre confinée, les disciples de Shammai se sont retrouvés en supériorité numérique. Ils en ont profité pour faire passer en force leur propre vision. L'ambiance décrite n'a rien d'un débat paisible. Non, pas du tout. Il y a des mentions historiques dramatiques. On parle d'épées qui auraient été plantées dans le sol pour empêcher quiconque de quitter la pièce avant que le vote ne soit scellé. Des épées. C'est un véritable huis clos oppressant. L'enjeu était monumental pour eux. Ils ont fait adopter 18 décrets extrêmement sévères qui redessinaient les règles de pureté, les interactions sociales et les échanges économiques avec les autres nations. Ils dressaient des murs immenses autour de leur communauté, en fait. C'est exactement ça. Le traumatisme laissé par cet événement dans la mémoire de ces érudits est tel que cette journée est comparée à l'un des jours les plus sombres de leur histoire. On la met sur le même plan de gravité et de douleur que le jour où le veau d'or a été fabriqué dans le désert. C'est dire la violence perçue de cette fracture idéologique. Ce qu'il faut en retenir, je crois, c'est une réflexion brutale sur la nature même de la vérité. Les idées qui traversent les siècles, les règles qui structurent les civilisations, elles émergent rarement d'un consensus tiède et poli. C'est clair. Le savoir est souvent forgé dans la douleur du conflit. Ces débats acharnés, ces nuits éclairées par 300 barils d'huile, ces votes sous la menace des épées, tout cela démontre que la recherche de la cohérence et de la vérité est un processus intellectuel féroce. L'héritage d'une culture est toujours le résultat d'une bataille. Ça remet tellement en perspective notre propre rapport au débat aujourd'hui, qui est souvent lissé ou évité. Absolument. Eh bien, nous arrivons au terme de cette plongée dans ces sources millénaires. Si on devait faire une synthèse de tout ce qu'on a traversé aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est l'élégance stupéfiante de l'ensemble. Une élégance qui réside dans l'art du détail. Exactement. On est passé de la physique minutieuse et presque mathématique du transfert d'un objet par-dessus un seuil de porte à l'empathie vertigineuse requise lors d'une visite au chevet d'un malade. On a vu comment orchestrer la curiosité sociale avec une simple tache de colle sur le visage d'un enfant et comment un érudit a dû admettre sa défaite face au réflexe d'incliner une lampe. Ce qu'on trouve ici, c'est bien plus que de l'histoire. C'est un manuel de survie pour vivre de manière intentionnelle. Et c'est l'invitation principale à retenir de tout ça. C'est une incitation à examiner nos propres vies avec la même rigueur microscopique. Ouais. Quels sont ces automatismes pour lesquels on aurait grand besoin d'un avertissement? Attention, ne pas incliner la lampe. Que fait-on machinalement avec notre temps et notre attention, au point d'en perdre le contrôle? L'observation de soi est le premier pas vers la liberté d'action. C'est ça. C'est une démarche exigeante mais vitale. Et pour clore cette exploration, voici une question un peu vertigineuse qui émerge de toutes ces réflexions. Une idée à emporter avec soi pour ceux qui nous écoutent. Je t'écoute.
Si, dans le monde antique, une frontière physique aussi évidente et solide que l'encadrement d'une porte pouvait transformer du tout au tout la responsabilité juridique, morale et cognitive d'une action, qu'en est-il aujourd'hui? Ah oui. Nos frontières numériques modernes sont par nature invisibles, fluides et poreuses. Ces espaces virtuels où le tumulte du domaine public mondial et le sanctuaire de notre domaine intime s'entremêlent en permanence sur l'écran d'un smartphone. Comment cette absence de seuil physique est-elle en train de redéfinir, souvent à notre insu, notre propre responsabilité morale face à l'information et à notre santé mentale? Sans porte à franchir, avons-nous tous oublié qui se tient à l'extérieur et qui se tient à l'intérieur? C'est un parallèle qui est fascinant et qui mérite une sérieuse introspection. Le monde a changé, c'est sûr, mais le besoin de frontières n'a jamais été aussi urgent. Ce sera notre point de suspension pour aujourd'hui. Une question complexe, laissée ouverte à l'interprétation de chacun. Merci de nous avoir accompagnés dans le décryptage de ce labyrinthe fascinant d'intelligence humaine et de psychologie. Gardons tous l'esprit critique, interrogeons nos propres seuils, et à très bientôt pour une nouvelle exploration de la connaissance.